contrôle des actes et activités de police administrative. Alors, la police est un procédé de puissance publique. Hein. C'est un service, mais qui utilise des procédés de puissance publique. On a commencé par cela. On a aussi dit qu'elle était contraignante, cette police administrative, qu'elle pouvait obliger les gens, et que par conséquent, elle portait par nature atteinte aux libertés individuelles ou même aux libertés collectives. Quand personne n'a le droit d'aller et venir, quand on interdit d'aller dans les restaurants pour cause de Covid, vous comprenez bien qu'on porte atteinte aux libertés individuelles et collectives, liberté de commerce et d'industrie, liberté d'aller et venir, des dizaines en fait de libertés qui peuvent être atteintes par une simple mesure de police. Alors, dans ce cadre-là, je vous ai déjà dit que le droit administratif était un droit protecteur. Le droit administratif est un droit qui cherche à protéger le citoyen des mesures de police qui seraient disproportionnées. Et bien effectivement, c'est ce que l'on verra. Avant de voir quelle est la portée du contrôle du juge sur les mesures de police, en quoi est-ce que ce juge administratif nous protège, on va voir ce qu'il contrôle. Donc, paragraphe 1er, les différents procédés de police. Les différents procédés de police, paragraphe 1er. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une mesure de police en réalité? Grand A, les mesures matérielles. Les mesures matérielles. Les procédés de police, ce sont avant tout des mesures matérielles, c'est-à-dire des faits juridiques, par opposition aux actes juridiques. On va avoir des actes juridiques, mais on a aussi des faits juridiques. Par exemple, le maintien de l'ordre par la présence policière. On sait qu'il va y avoir une manifestation. Sur le trajet de la manifestation, elles sont très violentes en ce moment, les manifestations, avec les gilets jaunes, etc. Mais la manifestation habituelle, syndicale, est quelque chose où pendant longtemps, il n'y avait pas eu de débordement, il n'y a pas toujours des black blocs à la fin d'une manifestation, mais on va garantir qu'il n'y ait pas de mouvement de foule. Que se passe-t-il? Eh bien, on va avoir sur le trajet des policiers qui vont être là pour dire attention, si vous voulez faire des débordements, ben on est là, on va garantir l'ordre public, mais notre présence devrait suffire. D'accord? Donc c'est bien un acte matériel, puisqu'on a des gens présents. On va aussi avoir les contrôles, contrôle d'identité, de temps en temps, à certains endroits, contrôle d'alcoolémie, ou alors même contrôle de bagages. Regardez, quand vous allez dans les aéroports, quand vous allez dans les gares aujourd'hui, pour prévenir les risques d'attentats, il ne s'agit pas de rechercher quelqu'un qui a un attentat. Le but n'est pas de dire « Oh, j'ouvre, oh, une bombe !» C'est pas ça du tout. Ça, ce serait de la police judiciaire, on rechercherait les auteurs d'infractions, vraiment. Non, en fait, le fait qu'il y ait des contrôles en amont, c'est pour dire, s'il y a des contrôles, celui qui veut faire un attentat ne va pas venir. Il va dire, mais il y aura un contrôle, donc je ne vais pas venir avec ma bombe dans le sac, donc il faut que je trouve un autre moyen, donc je ne vais pas faire mon attentat. Voilà. Vous voyez, on est bien dans la police administrative. Donc la présence de gens qui effectuent les contrôles, ce sont des actes matériels de police administrative. Les secours, hein, quand il y a un accident, quand les pompiers vont sauver quelqu'un de la noyade, quand il y a le SAMU qui vient pour ouvrir une voiture et pour sauver la personne qui est dedans. Eh bien, tous ces cas-là, ce sont des mesures matérielles. C'est le cas aussi dans certaines polices spéciales. On peut prendre par exemple les immeubles menaçant ruine. Quand on fait des travaux pour consolider un immeuble qui risquerait de s'écrouler sur la rue, sur la population, etc., même s'il est d'un propriétaire qui ne fait pas les travaux, eh bien, cette police des immeubles menaçant ruine est une police qui s'exerce matériellement. D'autres exemples, l'expulsion des étrangers. La police de la nationalité, hein, la police de l'entrée et du séjour des étrangers aussi, eh bien, permet à la police administrative de dire, ben voilà, vous n'avez pas commis de crime, mais vous n'avez pas le droit d'être en France, donc matériellement, eh ben, je vous fais une reconduite à la frontière. Je vous expulse du pays. D'accord? C'est le cas aussi, pour finir, parce qu'on ne va pas faire des millions d'exemples pendant des heures, mais de l'enlèvement ou de l'arrêt d'un véhicule. Il y a un véhicule qui est mal garé, ben, la fourrière arrive, elle enlève le véhicule, mesure de matériel de police administrative. Donc la police administrative s'exerce par de très nombreuses activités matérielles. La question qui peut se poser, c'est mais quel est le contrôle du juge sur ces polices matérielles? Est-ce que vraiment le juge administratif nous protège d'excès de police matérielle? En réalité, le contrôle du juge, là, sera faible. Ce que va surtout faire le juge, c'est contrôler en amont l'acte qui va organiser tout ça. Hein, en revanche, quand on a des atteintes des polices matérielles qui ont porté trop atteinte à la personne, et bien dans ce cas-là, que va-t-il se passer? La plupart du temps, il y aura un contentieux indemnitaire. Un contentieux indemnitaire. Le mal causé à quelqu'un par la police administrative qui était là,
eh bien, ce sera d'indemniser, conduira à l'indemnisation de la personne qui était là. Grand B, les actes administratifs. Alors, d'abord, un petit 1 sur l'interdiction du recours au contrat en matière de police. En matière de police, il y a un principe qui veut que la police administrative ne se fait normalement pas par contrat. Voilà. C'est un arrêt local, j'allais dire, un arrêt du Conseil d'État d'Assemblée ancien du 17 juin 1932, Conseil d'État, Assemblée, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary. C'est un arrêt qui sent bon le cassoulet. Conseil d'État, Assemblée, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary. Dans cet arrêt, normalement, on ne peut pas confier à quelqu'un une mission de police. On ne peut pas déléguer une mission de police. Dire, bon, moi je suis le maire, mais je vais donner cette mission de police donc à une entreprise privée. Non, normalement, ça ne se fait pas. En réalité, on sait bien qu'il y a des limites à ce principe d'interdiction. Première limite, il y a des délégations qui se font. D'accord ? Première limite, c'est qu'il y a des délégations, elles ne se font pas par contrat. Elles se font par acte unilatéral. Quand le maire requiert quelqu'un pour aller sauver quelqu'un d'autre, qu'il le nomme collaborateur occasionnel de service public, en réalité, il transfère son pouvoir de police à quelqu'un. Donc c'est possible. Il y a aussi des règlements de clubs de foot, par exemple. Le règlement de la Fédération française de foot autorise les clubs à être chargés de la police du terrain. Lorsqu'il y a des désordres pendant, avant ou autour du match, eh bien, c'est bien la Fédération française de foot qui doit organiser la sécurité des gens dans ce cas-là. Or, pas ailleurs, large loin dans la ville, mais autour du stade. On a la preuve de cela dans un avis du Conseil d'État, 2 étoiles, Conseil d'État, avis, 29 octobre 2007, Conseil d'État, avis, 29 octobre 2007, Société sportive professionnelle, LOSC, Lille Métropole. Société sportive professionnelle, vous avez qu'à mettre SSP, LOSC, Lille Métropole, ou LOSC tout court. Le LOSC, vous savez, c'est le club de foot de Lille. On a aussi, de temps en temps, des hypothèses où il va bien y avoir délégation, mais par contrat. Le principe n'est pas si strict que cela. On a par exemple regardé dans les aéroports des sociétés privées qui vont en fait être chargées de la police administrative par contrat pour contrôler les sacs. Donc cet ancien principe de 1932, ville de Castelnaudary, voulant qu'on ne peut pas transférer la police par contrat, aujourd'hui n'est plus tout à fait aussi strict, il faut le reconnaître. Mais on le considère encore comme un principe, donc je vous le cite aujourd'hui. Petit 2, les actes administratifs réglementaires. Petit 2, les actes administratifs réglementaires. Les actes administratifs réglementaires, vous les développerez au second semestre quand il y aura le cours sur les actes administratifs unilatéraux, puis les actes administratifs contractuels, les contrats. L'acte administratif, ce qu'on appelle réglementaire, vous savez, en première année, dans la pyramide des ordres, on vous a parlé des règlements. Les règlements. En fait, c'est exagéré de dire qu'il y a des règlements en dessous de la loi, puisque parmi ces textes en dessous de la loi, il y a les actes administratifs réglementaires et les actes administratifs individuels. Donc on ne peut pas véritablement appeler règlement les actes administratifs individuels. De quoi s'agit-il? Je vous le simplifie. L'acte administratif réglementaire, c'est celui qui ne vise pas quelqu'un en particulier. Il peut toucher peu de monde, mais il fait une catégorie. Il dit les hommes de moins de 30 ans. Il dit les personnes portant des lunettes. On ne vise personne, il n'y a pas de nom. Et pourtant, si par exemple dans l'amphi je dis les personnes ayant des cheveux roux, eh bien, en réalité, je tomberai sur assez peu de gens. D'accord? 2, 3 personnes. Donc je pourrais mettre leur nom. Mais ce n'est pas un acte où je mets les noms, c'est un acte où je fais une catégorie. C'est l'acte réglementaire. A l'inverse, si je mets des noms, je suis dans un acte individuel. Alors, si je donne les 3 noms des personnes qui ont des cheveux roux dans l'amphi, eh bien, à ce moment-là, ce sera un acte individuel, avec plusieurs personnes. Quand un acte individuel a plusieurs personnes, on appelle ça un acte collectif. Vous avez un très bon exemple d'acte collectif, acte où on a tous les noms de tout le monde, c'est la délibération d'examen. À la fin de l'année, la délibération d'examen n'est pas un acte réglementaire, même s'il touche beaucoup de monde, c'est un acte individuel, parce qu'il y aura tous vos noms avec tous vos résultats. Comme le dit Didier Truchet, grand professeur de droit, qui a écrit un manuel chez PUF, vous savez, de droit administratif, dont je vous ai parlé, comme le dit Didier Truchet, la première mesure de police, c'est de ne rien dire. C'est-à-dire que lorsque l'autorité de police ne dit rien, c'est permis. S'il n'y a pas de règles restrictives en France, on applique les libertés,
Donc, pas de mesure de police, c'est une mesure de police qui n'interdit pas. Voilà. Donc, ce qui prouve d'ailleurs qu'à l'inverse de ce que disent bêtement certains journalistes, il n'y a pas de vide juridique. Il y a des situations dans lesquelles on ne sait pas comment interpréter nécessairement un texte, mais en réalité, il n'y a pas de vide juridique. On applique toujours les principes. Voilà, tout simplement. Et notamment le principe de liberté de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui fait que si ce n'est pas interdit, on a le droit de le faire. Ensuite, il y a des mesures qui peuvent être soit d'interdire par principe, est interdit le racolage sur la voie publique, le fait pour les prostituées d'être sur la voie publique, de vouloir avoir des clients, c'est interdit. Il n'y a pas de mesure individuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une interdiction générale, et puis il n'y a pas besoin de dire « Ah, voilà, telle prostituée, vous n'avez, vous, pas le droit non plus ». Non, c'est toutes les prostituées, interdiction de racolage sur la voie publique. Et puis il y a des hypothèses où on va avoir des interdictions sous condition. Auquel cas, au cas par cas, on va avoir des permis ou pas. C'est-à-dire qu'on va devoir pousser à des déclarations. D'accord ? Donc l'acte réglementaire ne va en lui-même pas suffire. Parfois, l'acte réglementaire est un cadre qui oblige à des actes individuels.